La Révolution française ne sera plus enseignée en 9e année, une mesure qui suscite à la fois adhésion et inquiétude chez les enseignants. Ouverte comme chaque année d'octobre à décembre, la révision des listes électorales permet aux citoyens de s'inscrire, de transférer ou de radier leur nom du fichier. Mais cette fois-ci, l'opération semble susciter peu d'intérêt. Puis la chronique sport du vendredi, ce serait en fin d'édition avec Mohamed Kenouvi. Vendredi 10 octobre 2025, très heureuse de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le ministère de l'Éducation nationale a suspendu l'enseignement de la Révolution française de 1789 dans les classes de 9e année, une décision saluée par certains comme un pas vers la décolonisation du savoir, mais qui inquiète d'autres enseignants attachés aux repères de citoyenneté et des droits de l'homme. Dans les classes de 9e année du Mali, un chapitre bien connu dans le programme scolaire vient de disparaître, celui portant sur la Révolution française de 1789. Par une note officielle, le ministère de l'Éducation nationale a instruit aux académies d'enseignement la suspension immédiate de cette leçon dans les classes de 9e année. Effectivement, c'est un peu tardif parce que dans beaucoup d'établissements privés, la première leçon sur la Révolution française est presque terminée. On aurait dû nous informer depuis les vacances maintenant, c'est-à-dire un mois avant la rentrée, pour nous dire maintenant de ne pas enseigner la Révolution française et peut-être maintenant de la remplacer par une autre leçon vraiment qui serait maintenant plus convenable aux enfants. Étant la première leçon d'histoire pour les classes de 9e année, plusieurs établissements privés avaient déjà entamé le chapitre. Cette décision vient mettre un terme à celle-ci, qui pour certains n'intéressait pas vraiment les apprenants. Ils saluent donc cette décision, estimant qu'elle marque une rupture avec un héritage colonial encore très présent dans les manuels. D'autres, par contre, regrettent la disparition des repères historiques universels car la Révolution française a inspiré de nombreuses luttes pour la liberté à travers le monde. Bon, j'avais commencé en réalité. Voilà, parce que comme officiellement, c'est vrai, je m'attendais un peu à ça, mais tant qu'on n'avait pas officialisé, on était obligé de continuer avec le programme normal. Moi, j'avais même commencé avec la leçon. On a fait une leçon, c'était la Révolution française, cause. Parce que c'est 3 leçons, cause, étape et puis conséquences. Bon, j'avais même terminé avec la leçon sur la cause. Donc, ça fait que, bon, je serai obligé de revenir pour dire aux élèves qu'on va laisser tomber la Révolution française et on continue avec le reste du programme. Moi, je pense qu'enseigner la Révolution française, ça permet vraiment surtout aux enfants de connaître ce qui s'est passé dans d'autres mondes, dans d'autres parties. Le monde ne se limite pas seulement au Mali. Pour moi, on doit faire un toilettage du système éducatif. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui doivent être supprimées, sur lesquelles je ne vais pas tellement me prononcer là-dessus. Donc, on doit vraiment faire maintenant un toilettage total, c'est-à-dire revoir le programme, revoir le volume horaire de certaines matières. Donc, sinon, le programme pour le moment est obsolète. Donc, en essayant vraiment de supprimer une leçon, je ne vois pas tellement l'importance. Cette mesure symbolique intervient dans un contexte de redéfinition des relations entre le Mali et la France. Quant aux élèves, principaux concernés, certains y voient une opportunité de recentrer l'enseignement sur l'histoire du Mali ou de l'Afrique. Bon, j'avoue que ça m'étonne un peu parce que avant le DEF, ça faisait partie du programme, mais maintenant, ça m'étonne et puis ça nous fait sentir qu'on est un peu spécial et que pendant notre époque, les relations qui étaient néfastes entre le Mali et la France, ça n'existe plus, on ne fait plus de leçons françaises. Donc maintenant, nous sommes souverains. Pour des observateurs, la décision s'inscrit dans une volonté de révision des programmes scolaires pour y intégrer davantage d'histoire malienne et africaine afin que les élèves apprennent d'abord leur propre passé avant celui des autres. Mais pour l'heure, le ministre n'a pas précisé si la leçon sera remplacée par des contenus plus contextualisés dans les manuels scolaires. Comme chaque année, la révision annuelle des listes électorales se tient d'octobre à décembre, une période durant laquelle les citoyens peuvent s'inscrire, transférer ou radier leur nom du fichier électoral. Mais cette année, le processus se déroule sans engouement majeur. Moussa Traoré est allé faire le constat à la mairie de la commune 4. Suivant. Au centre d'état secondaire de Lafiabougou, mairie de la commune 4 du district de Bamako, les opérations de révision annuelle des listes électorales ont bel et bien démarré. Cette phase ouverte le 1er octobre doit permettre de mettre à jour le fichier électoral en vue des prochaines échéances. Mais pour l'instant, la fréquentation reste encore timide selon les responsables sur place. Oui, la révision a commencé depuis le 1er octobre, comme les textes le prévoient. Bon, depuis qu'on a commencé, il y a les jeunes seulement qui viennent pour s'inscrire sur la liste. Mais pour les activités de transfert, la validation et puis la radiation, on n'a pas encore commencé.
On a eu à faire juste un transfert. Pour s'inscrire ou effectuer un transfert, les citoyens doivent présenter leur carte nationale d'identité, leur ancien récépissé ou toute pièce d'état civil justifiant leur résidence dans la commune. Le travail se déroule sous la supervision de la commission administrative communale. Ouais, les documents exigés pour l'inscription, d'abord, il faut une pièce d'identité, l'acte de naissance. Voilà, il faut ça pour l'inscription. Bon, maintenant, pour le transfert, il faut un numéro NINA. Un numéro NINA on peut avoir sur une carte d'électeur, une carte NINA ou bien une carte biométrique. D'après le responsable, plusieurs facteurs expliquent ce manque d'engouement. Le manque de communication autour de l'opération, mais aussi la situation actuelle du pays qui semble détourner l'attention de nombreux citoyens des questions électorales. Ouais, la cause du non-mouvement autour de l'activité, c'est parce que le pays traverse une situation de crise actuellement. Donc, il n'y a pas beaucoup de mouvement autour, quoi. Je ne sais pas si c'est à cause de manque d'informations ou bien je ne sais pas quoi. Selon les autorités, cette mise à jour du fichier électoral jugée cruciale pour le bon déroulement des prochaines consultations électorales. La situation du carburant est toujours critique dans certaines régions. À Mopti, Ségou, San, les pompes sont fermées, entraînant des coupures d'électricité et paralysant le transport et le commerce. Djeneba Samaki. Pendant des jours, une crise de carburant frappait la ville de Bamako. Dans les régions comme Mopti, Koro, Tombouctou, Bandiagara et Gao, la situation est critique et dure depuis des semaines. Cette situation a provoqué une flambée des prix avec des spéculations et une paralysie des activités économiques et des transports. Ici à Ségou, on a eu le litre d'essence à 2000 francs, 2500. Moi, je l'ai acheté à plusieurs reprises, à 2000 francs, à 1000 et 2500, 1500. Donc, un litre d'essence chez les revendeurs. Et quand on a barré la semaine de Jonan, on a fait carburant. Et quand il y a station, 2 heures, 3 heures, il y a carburant. C'est le retard. La pénurie exacerbe les graves coupures d'électricité récurrentes. De 19 heures par jour, la fourniture d'électricité a été ramenée à 6 heures par endroit à Bamako. Dans certaines régions, la fourniture du courant est même à l'arrêt, faute de carburant. Tu parles de manque d'électricité, ça va impacter l'économie, ça va impacter les activités. N'importe où vous partez, rien ne peut se faire sans l'électricité aujourd'hui. Donc l'électricité demeure indispensable dans la relance économique d'une nation. Et aujourd'hui, si nous sommes confrontés à cette difficulté, forcément, ça va impacter nos activités quotidiennes. Si l'arrivée de plusieurs citernes a permis de ravitailler la capitale, les régions sont toujours en attente. Se demandent jusqu'à quand devront-elles tenir sous cette pression. Parce qu'on sur les réseaux sociaux, on a entendu dans la ville qu'on a eu 300 citernes ainsi de suite. Dès lors, là, il faut amélioration de carburant à Makeba. Toujours, ce sont les mêmes difficultés. En tas de servir madame, mais il faut la question reste posée. Parce que la maîtrise qu'on en a jusqu'à présent. Et ça vaut 2 semaines maintenant, 2-3 semaines, crise de non. Donc, en tout cas, approvisionnement, la forêt de Miamake. Rappelons que la crise de carburant fait suite au blocus imposé par les groupes armés sur les axes d'approvisionnement du pays et les attaques contre les camions-citernes. Selon des observateurs, la sécurité des routes et la levée du blocus restent les facteurs clés pour un retour à la normale dans toutes les régions. En attendant, la population fait une nouvelle fois preuve de résilience. Dans un communiqué publié ce 9 octobre, un collectif d'avocats de 8 pays a dénoncé la détention illégale de Guy Hervé Kam. Il est écroué depuis plus d'1 an à la prison militaire de Ouagadougou. Assetou Bouari. Au Burkina Faso, le régime militaire dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré est régulièrement accusé de réprimer des personnalités considérées comme hostiles au pouvoir. Le collectif d'une vingtaine d'avocats a appelé les autorités judiciaires militaires à mettre instamment fin à la détention illégale de Maître Kam Gueye Hervé. Il ajoute qu'en juillet 2024, le tribunal militaire de Ouagadougou a infirmé la décision de placement en détention de leurs confrères et estimé qu'aucun indice grave et concordant ne permettait de retenir la participation de Maître Kam Gueye Hervé aux infractions qui lui ont été imputées.
Célèbre avocat burkinabé et chef du mouvement de la société civile S'en servir et non se servir. Maître Hervé a d'abord été arrêté la nuit du 24 au 25 janvier 2024 à l'aéroport de Ouagadougou par des hommes en tenue civile, puis détenu dans les locaux de la Sûreté d'État pendant 4 mois. Le 7 mars, un tribunal avait ordonné sa libération immédiate, une décision confirmée le 23 avril en appel. Libéré le 29 mai, il a aussitôt été de nouveau arrêté et inculpé le lendemain pour complot et association de malfaiteurs. Libéré sous contrôle judiciaire le 10 juillet, il est ensuite interpellé pour écrouer à la prison militaire pour le même motif. Il n'a toujours pas été interrogé sur les faits qu'on lui a reprochés et c'est, malgré notre demande formelle en ce sens, s'est indigné le collectif. Sport à présent, la prochaine Coupe du Monde 2026 sera marquée par une présence record des équipes arabes. 4 en Afrique ont déjà validé leur présence en Amérique dans ce nouveau format à 48 équipes du mondial. Assetoumani Koulibaly nous fait le point. Ils sont 5 équipes arabes, dont 4 équipes africaines, à avoir obtenu leur ticket pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Il s'agit du Maroc, demi-finaliste de la dernière édition, de la Tunisie avec ses 7 participations, ainsi que de l'Algérie avec 5 participations qui signent sa présence après 12 ans d'absence, et de l'Égypte qui compte 4 participations. Une forte présence qui témoigne de l'exploit du football arabe. Des exploits qui sont portés par les succès récents ainsi que des investissements déployés dans la formation et les championnats locaux. Le Maroc a connu sa première participation depuis 1970, l'Algérie c'était en 82, la Tunisie en 1978 et l'Égypte en 1934. Donc il n'y a rien d'étonnant dans cela. À partir du moment où ces équipes ne s'affrontent plus, et là je pense qu'elles étaient têtes de groupe, elles étaient favorites dans leur groupe et il n'y a rien d'étonnant. C'est le fruit d'une politique sportive bien huilée, bien mise en place, bien appliquée. Il faut dire que en termes d'investissement dans la formation, ce sont des pays qui ont investi depuis très longtemps et qui ont suivi une politique et là ils récoltent les fruits de cette politique. Jusque-là, le record était de 4 nations du monde arabe présentes courant les éditions 2018 et 2022. Au vu des résultats cette année, le football arabe semble être déjà prometteur. On était d'abord à une seule équipe représentative pour la Coupe du Monde, on est passé à 2 équipes, ensuite à 3, ensuite à 5, maintenant à 9. Donc 9 plus 1, puisque le barragiste peut aussi sortir de l'Afrique. Je pense que là, il est normal que les pays qui ont une certaine renommée sur le continent, qui ont une certaine histoire par rapport à l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, ou bien par rapport à la Coupe du Monde aussi, il est normal que ces pays se qualifient, donc il y a pas de surprise. Maintenant, ça va dépendre de l'état de forme des équipes, de l'état d'esprit aussi qui va régner dans l'équipe, et de la manière dont ces équipes seront managées. Parce que il faut dire aussi qu'en termes d'organisation, ce sont des équipes bien huilées, qui ont déjà connu la Coupe du Monde dans un passé récent. En ce qui concerne les autres équipes africaines, il faut noter que le Ghana, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire sont déjà proches d'une qualification. C'est au total 9 places qui sont réservées à l'Afrique dans ce nouveau format de la Coupe du Monde 2026. Et le reste de l'actualité sportive avec Mohamed Kenouvi. Bienvenue Mohamed. Merci beaucoup Maritou. On enchaîne toujours avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous avons le résultat du jour de la zone Afrique. Oui, 9 rencontres étaient au programme ce vendredi dans le groupe B. Le Sénégal s'est largement imposé devant le Soudan du Sud 5-0. Victoire également de la RDC devant le Togo 1-0. Le Soudan et la Mauritanie ont fait match nul et vierge 0 but partout. Dans le groupe C, l'Afrique du Sud a été tenue en échec par le Zimbabwe, 0 but partout également, alors que le Bénin s'est imposé 1-0 face au Rwanda. Succès également du Nigeria, 2-1 devant le Lesotho. Dans le groupe F, la Côte d'Ivoire s'est baladée devant les îles Seychelles, 7-0. Victoire également du Gabon face à la Gambie, 4-3.
avec un impressionnant quadruplé signé du Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang. Et enfin, victoire 6-0 de la Tunisie devant Sao Tomé et Principe dans le groupe H. On va également faire le point de la deuxième journée du tournoi UFOA U17. Oui, mercredi dans le groupe A, le Mali et la Guinée-Bissau se sont neutralisés 1 but partout, tandis que la Gambie a étrillé le Libéria à 4-0. Hier jeudi, dans le groupe B, la Mauritanie a pris le dessus sur la Sierra Leone 2-1, alors que la Guinée et le Sénégal ont fait jeu égal 1 but partout. Au classement avant la troisième et dernière journée de la phase de groupe qui se dispute demain samedi dans le groupe A. Le Mali est premier avec 4 points, suivi de la Guinée-Bissau, 4 points également, mais avec un goal average inférieur. La Gambie occupe la troisième place avec 3 points, tandis que le Libéria, quatrième avec 0 points, est d'ores et déjà éliminé. Dans le groupe B, la Guinée est seul leader avec 4 points, suivi de la Mauritanie, 3 points. Avec 2 points seulement, le tenant du titre, le Sénégal, pointe à la troisième place et la Sierra Leone ferme la marche avec un petit point. Coupe du Monde 2025 U20, cette fois-ci, nous avons les affiches des quarts de finale. Oui, ces quarts de finale débutent demain samedi avec la première affiche à partir de 20h entre l'Espagne et la Colombie. À 23h, le Mexique sera opposé à l'Argentine. Les deux autres quarts de finale se disputent dimanche. À 20h, les États-Unis seront face au Maroc, le seul représentant du continent africain encore en lice dans la compétition. Et à 23h, la Norvège défie la France. Road to Ball 2026 pour changer les disciplines. Le Mali accueille donc les matchs du groupe A. Oui, le Mali accueillera les matchs du groupe A de la première phase qualificative de la Basketball Africa League 2026 du 17 au 19 octobre prochain. Le tournoi qui se déroulera dans la salle de basketball du stade du 26 mars de Bamako mettra aux prises 4 clubs, à savoir le centre de référence basketball de Tombouctou, CRBT, l'AS Douane du Burkina Faso, le Centre fédéral de la Guinée et Al Ali Benghazi de la Libye. Champion du Mali en titre, le CRBT vise une première qualification historique à l'élite 16 de la balle. Pour ce faire, le club de la Cité des 333 Saints, premier club régional à être sacré champion du Mali, doit gagner au moins 2 de ces 3 matchs pour se hisser au deuxième tour qualificatif. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous en prie. On s'est dit à vendredi prochain. Inch'Allah. Voilà, c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et très bon week-end.